Alors juste avant qu'on démarre les amis, je voulais préciser à ceux qui n'avaient pas vu passer l'info que mes vidéos sont désormais disponibles en podcast. J'ai pensé en gros à ceux qui prennent la route le matin, les transports en commun, peut-être au petit-déj, avant de s'endormir, à la salle de sport, que sais-je, ou peut-être ceux qui ont juste pas envie de voir mon visage, que toutes mes vidéos, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes d'écoute, sont désormais disponibles au format audio, si ça vous intéresse. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode du Stan and Wilou Show non officiel, même si bon pour l'instant, moi j'aime bien. Et on est réunis aujourd'hui au 2 février, jour de l'enregistrement, 2 février 16h, pour discuter un peu de ce mercato hivernal qui a fermé ses portes avant-hier soir, un mercato hivernal marqué par l'appétit vorace de la Première Ligue. Je crois qu'on est autour de 900 millions d'euros d'achats juste pour la Première Ligue, ce qui est, selon mes estimations, 3 fois plus que les 4 autres championnats majeurs réunis. Je crois que la Serie A, si on prend les 20 clubs de Serie A, ils ont acheté que pour une trentaine de millions d'euros. Et pareil pour la Liga. La Liga est pas mal avec 130, un truc comme ça. Mais ouais, un mercato hivernal vraiment placé sous le signe de la domination britannique. Donc on est réunis avec Stan pour faire un petit top 10 des meilleurs recrues. On va en donner 5 chacun. Et puis il y aura bien sûr la fameuse, la célèbre liste complémentaire en fin. Mais voilà, Stan, ça va? Qu'est-ce que tu nous racontes? Ça roule? Ouais, ça va, tranquille, en forme. Franchement, je pense que tu as très bien introduit le sujet. On a eu un mercato post-Coupe du Monde, hein, tu vois, post-Coupe du Monde, parce qu'on attendait ça. Et je pense que la Coupe du Monde a permis à pas mal de dirigeants de réfléchir. Je pense que les gars, ils étaient là à traîner, je dis bien, au niveau du Qatar, au niveau des Émirats et tout. Durant toute cette période de Coupe du Monde-là, il y avait pas mal de meetings qui se faisaient là-bas. Je pense qu'il y en a plein qui ont beaucoup réfléchi, qui ont eu l'occasion de, je sais pas, de se dire qu'est-ce qu'ils vont faire en janvier, et finalement on s'est rendu compte que financièrement parlant il y en a qui n'ont pas pu suivre, mais il y en a un qui a suivi, c'est Chelsea. Donc aujourd'hui on va parler de ces recrues là, j'ai vachement hâte et ouais, on y va, yallah. Allez, c'est parti. Écoute, le premier nom que j'ai choisi, ça tombe bien pour toi, c'est un gunner. Ouais. Et c'est celui sur lequel vous vous êtes rabattu après l'échec du dossier Mudryk, ce qui était quand même une des grandes histoires du mercato. Et j'ai envie de parler un petit peu de Leandro Trossard. Tu vas me dire ce que t'en penses. Mais moi, je le mets dans mon top 5 parce que je trouve que pour 24 millions d'euros, ce qui est en gros un quart du prix de Mudryk, eh ben, Arsenal a pris un gars qui est prouvé en Première Ligue, qui était cette saison en train de vraiment super bien performer à Brighton. Il a 28 ans, on le connaît depuis un moment, mais cette saison même, il était à quoi, 7 buts, 3 passes, je crois, en 16-17 journées de Première Ligue. Et en plus d'être un gars qui peut hit the ground running, comme on dit en anglais, qui peut vraiment arriver et avoir une période d'intégration réduite, performer assez vite, et je trouve qu'il a montré d'ailleurs en Cup contre City, là c'est son heure de jeu, je l'ai vraiment bien aimé, je trouvais que c'était un des meilleurs gunners. Et bah en plus de ça, je crois que son rôle est un petit peu plus clair que ce qu'il aurait été que ce que ça aurait été pour Arsenal si Mudryk avait été pris. C'est-à-dire que pour moi c'est assez clair que Trossard ça doit être une doublure, un remplaçant de Martinelli, et à voir, peut-être que Trossard ne l'entend pas de cette oreille et qu'il va pousser la compétition au maximum, c'est aussi pour ça que tu le prends, mais pour moi c'est un peu plus normal d'avoir Martinelli 1 et Trossard 2, alors qu'en prenant Mudryk, même si pour l'avenir ça aurait été super intéressant, et bah peut-être que la compétition elle aurait été, et la hiérarchie elle aurait été un petit peu moins claire. Donc voilà, moi je commence par Leandro Trossard. Est-ce que tu as un autre joueur d'Arsenal dans ta liste? J'hésite, ça dépendra de ce que tu me dis, mais il est pas loin, ouais. Non, parce que en fait, la vérité, elle est là. C'est que moi, j'ai envie de dire aux gens aussi que, tu vois, quand on dit travailler, quand je dis gouverner, c'est prévoir. Quand je dis qu'en fait, des bons administrateurs ne doivent jamais être, je dis bien, surpris, eh ben, c'est ça qui s'est passé avec Arsenal durant ce mercato, parce que le mercato n'a pas été simple, et tu as parfaitement raison. C'est vrai que Mudryk, les gars ont travaillé là-dessus pendant apparemment près de 8 mois. Ça faisait très longtemps qu'on travaillait sur le cas Mudryk. Je pense que quand on travaillait sur le cas Mudryk, les gars de Chelsea étaient encore en train de se gérer à savoir quel est le propriétaire, est-ce qu'Abramovich allait rester ou pas, etc. Donc du coup, aujourd'hui, franchement, on s'est fait hijacker, il n'y a pas de problème. Les gars, ils ont mis plus de moyens que nous, ils ont réussi à aller chercher le joueur. On ne va pas faire les haters, moi je pense que le boy, il a le potentiel de devenir un top player. Maintenant, l'environnement est important. Est-ce que l'environnement à Chelsea aujourd'hui est propice à ce qu'il puisse réussir? Ça, c'est autre chose. Nous, on se rabat sur Trossard, je suis très content, parce que Trossard aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, 28 ans, il est à Brighton, il a envie depuis très longtemps
d'être titulaire en équipe nationale de Belgique. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il n'a pas eu l'occasion de l'être, je dis bien, lors de la Coupe du Monde, tout ça, etc. Même ses dernières compétitions, ça a été compliqué pour lui. Leandro Trossard, pour moi, il a des choses à prouver. Il arrive à Arsenal, il a 6 mois pour essayer de gagner un titre. Il va tout faire pour le faire. Donc franchement, pour moi, c'est une très bonne doublure. Il va s'asseoir, il va jouer. Et peut-être que dans des moments, parce qu'une saison, c'est encore long, des blessures, tu peux en avoir. Il va peut-être, je dis bien, enchaîner des matchs. Il y a l'Europa League aussi qu'on va essayer d'aller jusqu'au bout. Donc pour moi, c'est une superbe recrue. Donc c'était excellent. Et je vais rebondir sur Trossard pour directement, je dis bien, dire que, c'est pour ça que je te demandais si ça avait d'autres joueurs d'Arsenal, parce que moi, je pense que Jorginho, à la fin de la journée, ouais, c'est vrai, Jorginho, moi, il me fatigue. Il me fatigue parce que Jorginho, Ballon d'Or, moi, ça m'a énervé. Franchement, ça m'a énervé. Je leur ai dit, qu'est-ce qui vous a pris? Mais Jorginho, à la fin de la journée, il cadre parfaitement avec le style de jeu d'Arsenal, avec le style de jeu d'Arteta, quoi. Tu vois, il n'y a absolument rien à dire. Dans ce milieu de terrain-là, qui pourra de temps en temps remplacer Thomas Partey, être, je dis bien, devant la défense, distiller de très bons ballons, je pense qu'il va être très, très utile. Après, il n'a pas la vitesse, peut-être, parce que Partey est rapide. C'est des choses que, voilà, il n'a pas la vitesse et tout. Mais je pense que Jorginho peut nous apporter quelque chose. Ce second souffle-là dont tu peux avoir besoin au courant d'une saison, c'est un joueur expérimenté. C'était quand même le vice-capitaine à Chelsea. C'était pas n'importe qui. Donc Chelsea, ils ont pas renouvelé son contrat. Son contrat allait se terminer quoi qu'il arrive. On a racheté, je dis bien, les 6 derniers mois du contrat à quoi, 12, 14 millions. Il va venir, il va dépanner, il va être utile dans la rotation. Donc moi, j'ai envie de mettre Jorginho donc pour faire suite à ton... Ouais. Très bien, très bien. Bah, je l'avais dans ma liste complémentaire, je l'aurais cité effectivement. Moi aussi, je trouve que c'est une bonne acquisition qui est en plus bien pour les 3 parties. C'est bien pour Jorginho de passer de Chelsea à Arsenal en ce moment. Et c'est bien pour Arsenal pour les raisons que tu as citées, fort brillamment. Et c'est bien pour Chelsea aussi. Avoir un petit peu d'argent qui rentre et pour financer leurs grandes opérations, quand on sait qu'une vente, ça rentre directement et intégralement dans le bilan comptable, ça leur fait du bien. Et je suis ravi de t'entendre dire ça sur Jorginho parce que là, j'ai un tweet en face de moi. Chelsea nous a envoyé un cheval de Troie pour foutre en l'air notre saison. MDR, on est foutu. Jorginho, tu veux quoi? Tu vas aller où avec ça? Écoute, in Arteta we trust. On n'a pas le choix que d'y croire et il aura intérêt à ne pas faire le tocard. Donc visiblement, ça c'était le 31 janvier. Ton avis a bien changé depuis, mais je pense que tu as raison. Non, mais après, les gars, il faut les menacer. Tu sais, nous, là où on est en ce moment-là, quand tu rentres dans la maison, on te menace. On te dit, voilà les règles de la maison. Nous, on n'est pas là pour déconner. Il ne faut pas venir gâter notre plan. À la fin du mois de mai, on compte être, Inch'Allah, champion d'Angleterre. Donc, du coup, franchement, il ne faut pas venir gâter le plan. Donc, moi, j'ai confiance en Jorginho. Je pense qu'en plus de ça, si tu regardes bien, j'ai l'impression qu'il quitte un navire. Et aujourd'hui, Chelsea, c'est un navire qui est en train de tanguer, mais il y a beaucoup trop de poids dessus, en fait. Donc, il y en a qui sont en train de sauter, de trouver des radeaux, de se barrer et tout. Donc, à mon humble avis, je pense que le fait de repartir, c'est 6 mois aussi pour se relancer. Après, qu'est-ce qu'il fait après, à la fin? Tu vois, il va rester jusqu'en 2024. Il fait quoi après? Il fait quoi après le Jorginho? Donc moi, je pense que franchement, il va avoir à cœur de ce nouveau challenge, la Ligue des Champions l'année prochaine, tout ça, ouais. Ça va être cool. Très bien. Eh ben écoute, je vais enchaîner et je vais t'en donner 2 de suite parce que le premier, on en a déjà bien parlé. Moi, dans ma liste des 5, je mettais Mudryk parce que même s'il a coûté très cher, je trouve que niveau talent, moi je suis convaincu que ça va marcher en Première Ligue. Enfin, aussi convaincu qu'on puisse l'être en foot, hein, bien sûr, on ne veut pas insulter l'avenir, mais grosso modo, la qualité d'accélération, le tranchant, il me semble tout à fait adapté au championnat. Donc Mudryk, ouais, je crois vraiment en lui. En plus, sur ce contrat hyper long, Chelsea a peut-être sécurisé un des joueurs, un des visages de la Première Ligue sur les années qui viennent. Tout à fait. Donc ouais, ça me semble très costaud. Et je mettrais aussi, du coup, pour enchaîner, peut-être le petit Pedro Porro qui a été acheté par Tottenham. On est très Première Ligue pour l'instant parce que pour les raisons qu'on a citées, mais voilà, je pense que bon, on le connaît depuis un moment, lui. On sait qu'au Sporting ça marche très très fort. Il avait un peu plus d'une dizaine de passes décisives déjà juste sur la moitié de saison, et je pense que c'est un joueur parfait pour le système Conte, un piston extrêmement offensif qui a beaucoup de tranchants, qui peut répéter les allers-retours sur son couloir, et c'est important parce que Tottenham a besoin de ces joueurs-là, Conte a besoin de ces joueurs-là, mais surtout sur cette zone, il y avait quoi, Doherty qui est parti et Emerson Royal où on sait que c'était devenu un petit peu un sketch à Tottenham. Donc Tottenham s'est renforcé dans une zone où ils avaient vraiment besoin de renfort. 40-45 millions, c'est peut-être un petit peu cher, on verra, mais Pedro Porro potentiellement lui aussi il a de belles et longues années devant lui. Donc je crois que Conte a fait un bon coup. À voir si Conte restera, du coup, ça c'est quand même une interrogation aussi sur la suite. Mais ouais, Pedro Porro, je le mettrai dans ma liste.
Tout à fait. Après, moi, je pense que je peux même rapidement rajouter, allez, disons, en demi-complémentaire à côté, effectivement, même Danjuma. Et tu sens qu'ils ont fait de bons moves, les Spurs, durant ce mercato. Ils avaient besoin de se renforcer. Devant, ils ont des gars qui sont un tout petit peu en manque de forme ces temps-ci. Son Heung-min, il n'est pas sur la saison, sur les statistiques qu'il nous avait habitués ces dernières années. C'est un tout petit peu plus difficile pour lui. Tu rajoutes un Danjuma. En plus, ça, tu as Richarlison qui n'a toujours pas marqué. Lui, c'est un tocard. Hein. Lui, c'est un vrai tocard. Lui, voilà, master tocard, Richarlison, tu vois. En fait, sauf quand il enfile la chemise jaune, là, il rayonne de mille feux. C'est quand il est en Coupe du Monde, mais en blanc, c'est moins bien. C'est là, il nous a bluffé en Coupe du Monde et tout. Tu vois, moi, Richarlison, c'est un joueur que j'aimais bien, mais dès qu'il arrive à Tottenham, il a commencé à trop parler, il a commencé à m'énerver un tout petit peu. Donc, c'est pas très objectif ce que je dis. Mais il n'a toujours pas réussi à, comme tu dis, hit the ground running. Il n'a pas encore réussi à performer, à s'adapter peut-être à ce style de jeu-là et tout. On l'a vu en Ligue des Champions vite fait, mais sinon, voilà, en championnat, c'est pas ça. En plus, il a été blessé. Donc, oui, pour moi, Tottenham, je pense qu'aujourd'hui, défensivement, ils ont beaucoup de lacunes. Ça, je pense que tout le monde le sait. C'est là où ils ont de gros problèmes. Tu rajoutes un latéral qui est à la fois bon défensivement, mais qui offensivement aussi va peut-être te rapporter quelque chose. Je pense que c'est pertinent. Ok, cool. Donc ton Danjuma, très bien. Est-ce que tu en avais un autre que tu voulais nous donner tout de suite? Ouais, alors du coup, comme tu dis, en fait, le problème avec la Première Ligue, c'est qu'à un moment donné, tu vois, quand les gars, ils dépensent 600 et quelques millions et que les autres n'ont même pas dépensé 20 millions, tu veux qu'on parle de quel joueur? On aurait bien aimé être là à parler des joueurs du Barça, peut-être du Real, des joueurs de machin, etc., tout ça, de la Juve. Les gars, on leur a enlevé 15 points. Il y en a, ils n'ont même plus de président, ils ne savent pas ce qui se passe dans leur club à Turin. Tu me dis quoi? C'est compliqué. En fait, il n'y a que des Anglais. C'est-à-dire que dans le marché, il n'y avait que des Anglais. On est arrivé dans le supermarché. Dans chaque rayon où tu passais, il n'y avait que des Britanniques qui étaient là-bas. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile de chercher d'autres trucs. Mais moi, j'ai envie de dire Sabitzer. Alors, Sabitzer, ouais. Parce que Ten Hag, c'est un bandit. Moi, je t'ai dit qu'en ce moment, en Première Ligue, les gens ne s'en rendent pas compte. J'arrête pas de dire débrief après débrief. Je le dis aux gens que moi, j'ai une manière de voir peut-être le football de temps en temps qui est peut-être un tout petit peu différente. Il y a des choses, des fois, ça ne m'intéresse pas. Je me dis, OK, c'est évident et tout. Mais il y a des choses, ça m'intéresse. Parce que je me dis, le Ten Hag, là, il a quelque chose dans sa tête. C'est-à-dire en termes de quotient intellectuel, lui, je veux savoir, en fait, lui, c'est cortex et minus. Tu vois, ce gars avec la grosse tête, là, super intelligent et tout, chauve, c'est comme ça que moi je le vois. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais je sens que lui, il flaire les coups. Et Sabitzer, s'il réussit à le relancer au moment où Eriksen est blessé, c'est ça le problème. Eriksen est blessé 3 mois, alors qu'Eriksen était très important. Tu as un double pivot qui fonctionne bien, tu vois, avec Casemiro. Donc Casemiro a besoin de quelqu'un. Et Sabitzer, on connaît Sabitzer de Leipzig. Connaît Sabitzer de Leipzig, c'est un poil dangereux, franchement. Il n'était pas capitaine pour rien, c'est un leader en plus. Ouais. Ça a été dur au Bayern. Donc pour moi, Sabitzer, franchement, s'il réussit à s'imposer durant cette deuxième partie de saison, mais ça va être un coup de malade. Donc voilà, encore une fois, c'est Erik ten Hag là, qui pour moi va être la concurrence principale de Arteta durant ces prochaines années. C'est tout mon problème, c'est Ten Hag. Je te jure que les clubs, les Guardiola, là, tout ça, là, ils nous fatiguent, mais bientôt on va les dépasser. Bientôt on arrive. C'est comme Lewis Hamilton et puis Verstappen. Tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment donné, il y a un autre petit qui va arriver pour fatiguer Verstappen. Et en ce moment, moi, j'ai envie de dire c'est Ten Hag pour Arteta. Donc j'ai hâte de voir. Intéressant, mais en tout cas, je suis totalement d'accord avec toi sur Sabitzer. C'est un gars que j'ai tellement adoré à l'époque de Leipzig, même si récemment c'était un peu plus difficile au Bayern, etc. Mais quand tu dis que ça, c'est un truc qui s'est fait sur la dernière journée de Mercato, dans l'improvisation, parce que Eriksen, il se blesse au dernier moment et on apprend que ça va être pour 3 mois, etc. Donc, franchement, c'est assez impressionnant la manière dont ils ont rebondi pour prendre un gars dont on connaît les qualités. À 28 ans, il a encore quelques années de carrière devant lui. Mon seul problème peut-être avec Sabitzer, c'est que de ce que j'ai lu, j'ai l'impression que c'est un prêt sans option d'achat. Après, on peut imaginer que si ça se passe bien, vu que ça n'a pas marché au Bayern, on peut imaginer qu'il y aurait un terrain d'entente. Mais en tout cas, à court terme, là, pour régler un problème, ça pourrait être pas mal. Et je sais pas, si on t'avait dit il y a 3 ans que Manchester United aurait un double pivot Casemiro-Sabitzer, ou tu vois, ces deux-là dans l'entrejeu, ouais, pas mal. Donc je suis d'accord avec ça, ouais. Moi aussi, je le considère très haut. Et, écoute, ça tombe bien parce qu'on a fait tout ce petit laïus sur la Première Ligue. Les 2 derniers noms que je vais citer dans mon top 5, avant de passer à la liste complémentaire, c'est 2 gars qui ne sont pas en Première Ligue, pour le coup. Et le premier dont je vais parler, c'est quand même Azzedine Ounahi, pris pour 8-10 millions d'euros par l'OM, à 22 ans. Pour moi, ça a tout d'un hold-up. Bien sûr,
la Coupe du Monde, c'est un révélateur un peu particulier. Quelque part, je comprends un peu aussi que les clubs n'aient pas foncé à ce point sur les révélations du mondial. Bon, contre-exemple, Enzo Fernandez à Chelsea, bien sûr. Mais tu vois, sur le Maroc, on attendait beaucoup de Ounahi, de Boufal. Finalement, Boufal, il part au Qatar pour 6 millions. Ounahi, c'est à peine une dizaine de millions d'euros. À Marseille, même pas sur un gros club anglais ou espagnol, etc. Mais franchement, je pense que Marseille, ok, peut-être il y avait un petit peu moins de concurrence. Mais ils en ont profité pour faire une super acquisition. Déjà là, il leur servira beaucoup à court terme. Et en plus, je veux dire, quand tu prends un gars qui a son pédigré, où il y aura toujours ces images associées à la Coupe du Monde, il va continuer à être un titulaire de l'entrejeu de Regragui, et il a que 22 ans, on peut imaginer la bascule financière hyper intéressante que Marseille peut faire. Mon seul petit bémol, c'est peut-être le système Tudor. Je ne sais pas si c'est le plus approprié pour lui, parce qu'on est plutôt sur un entrejeu à 2, c'est un peu pyramidal, quoi, 3-4-2-1, c'est un peu Rongier, Verretou, etc. Et moi, Ounahi, on l'a bien aimé dans le 4-1-4-1, 4-3-3, relayeur. Donc peut-être ça, mais écoute, il a prouvé que ça lui posait pas trop de problèmes en marquant déjà un super but contre Nantes. Tout à fait. C'était quoi? C'était hier soir, du coup. Oui. Et ouais, c'est ça. Donc ouais, non, Ounahi, franchement, ouais, je le mets bien haut sur ma liste. Non, tout à fait. Moi, je pense que c'est un excellent joueur à devenir. Moi, Ounahi, si j'avais juste une seule chose à dire, parce que tu n'as pas de conseils à donner à des boys comme ça, quoi. Les boys là, ils n'ont pas de conseils à recevoir de nous. Nous, on est là en train de parler, on n'est pas sur le terrain. Ah oui, c'est sûr. Mais la seule chose que tu as envie de lui dire, c'est il n'a qu'à aller soulever un peu des poids, tu vois, muscler un peu les cuisses, tout ça, juste pour éviter les blessures après, parce que l'intensité, elle va de plus en plus monter. Tu vas jouer éventuellement la Ligue des Champions, tout ça. Genre, tu as envie qu'il prenne un peu tu vois, qu'il prenne un tout petit peu, qu'il soit, tu vois, le profil. Quand tu vois Ounahi, après, tu regardes Jude Bellingham. Tu te dis, ok, tu vois que Bellingham, lui, il a un tout petit peu il est un peu plus solide et tout. Mais sinon, en termes de talent, le boy est trop fort. Franchement, hier, déjà, la passe de Klaus est très belle. Et le contrôle, le petit crochet, le double contact, il ne fait même pas exprès. Ça, c'est le talent. C'est ça, le talent. C'est quand tu es fort qu'il y a des choses, ça arrive, tu n'as pas fait exprès. Parce que la vérité, c'est qu'il n'a pas fait exprès. Normalement, il y a des gars, ils ont tibia, machin, c'est allé trop loin et tout. Mais lui, c'était parfait. C'était juste parfait, en fait. Il vient, il ajuste le gardien. Très bonne pioche, 10 millions, c'est un très bon deal. En plus de ça, ils vont le revendre éventuellement très très cher s'il continue à performer comme ça. Comme tu dis, titulaire en équipe nationale. Donc ouais, je suis tout à fait d'accord. Je l'avais aussi dans ma liste, dans mon top 5. Nice. Donc rien à dire sur Ounahi, je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Donc j'ai hâte qu'il le performe. Et par rapport au système, je ne m'inquiète pas. Je l'ai dit hier. Hier, c'est ce que je disais. Je disais à Marseille, ce qui est important, et c'est ce que je suis arrivé à cette conclusion-là, ce n'est pas les joueurs qui sont forcément si importants que cela. À Marseille, d'abord, le plus important, c'est que tu es un coach qui réussisse à avoir le charisme de pouvoir tenir l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire un coach qui a le charisme, je dis bien, de tenir tête aux supporters, tenir tête à tout le monde, en fait. Tu vois, un gars qui est une tête dure, mais à la fois qui, j'ai envie de dire un peu, gant de, comment on dit ça, Margaret Thatcher, là, gant de velours, main de fer. Un point de fer dans un gant de velours, un point d'acier dans un gant de velours. C'est ça qu'il est en fait un peu Tudor, j'ai l'impression, parce qu'il y a ce sentimental-là. C'est pas tout le monde qui aurait... Moi, je suis étonné jusqu'à présent. Moi, je m'attendais à des frondes, à des... Marseille, d'habitude, ils font la grève, les paillettes, tout ça, les gars allaient se fâcher. Personne n'est truc, tout le monde est sérieux. Donc, je pense que Ounahi arrive dans un bon environnement qui, en ce moment, est bien géré. Parce que de temps en temps, tu peux arriver à Marseille, tu es jeune, c'est pas facile, et après, ça devient compliqué. Mais pour le moment, ça a l'air d'être correct. L'équipe joue bien, et comme j'ai dit, il joue peut-être pour le titre, donc bonne chance à lui, franchement bonne chance à lui, bonne pioche. Je vais continuer avec, écoute, il m'en reste combien là? Je sais même plus, il m'en reste combien? 2, je pense. Il m'en reste 2. Alors, s'il m'en reste 2, s'il m'en reste 2, Cancelo, tu l'avais, j'imagine. Hein? Je pense qu'on avait tous Cancelo. Bon, on n'a qu'à finir avec João Cancelo déjà rapidement. Allez. Le problème, il est simple, c'est qu'il y a Bayern Paris qui arrive. Moi, quand je vois Cancelo, ce matin, j'étais là, je te jure, Bilou, j'étais là tranquillement, je pensais à la vidéo, café en main, j'ai réfléchi, j'ai dit, putain. J'ai dit, c'est Cancelo, c'est le genre de gars, il va te faire gagner la Ligue des Champions. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, parce que Cancelo t'amène un truc. En fait, là, il est fâché en plus. Salihamidzic, il a été clair. Il a dit Cancelo est en forme optimale. C'est-à-dire que le gars a atterri de l'avion, ils l'ont amené à l'entraînement. Ils ont tous été d'accord que le gars est en forme. Le gars est fort. Il ne s'entend pas avec Pep après la Coupe du Monde. On connaît Pep de temps en temps, friction, machin. On a vu ici les All or Nothing Amazon. Pep, c'est un fou. Pep, de temps en temps, à l'entraînement, il pète des câbles. Il commence à insulter les gars. Il n'en peut plus, machin. Vous ne voulez pas jouer, vous allez quitter l'équipe, tout ça. Pep est comme ça. Donc,
il y a cette friction-là. Bon, Cancelo, ça a aussi été un tout petit peu compliqué dans sa carrière quand même, avec la Juve, tout ça. On se rappelle comment il a quitté tout ça. Donc, il arrive au Bayern. Bon, pour 6 mois, il peut être très pertinent, anormalement pertinent. Donc voilà, pour moi, João Cancelo, c'était une bonne pioche, un bon prêt. Un bon prêt, un prêt pertinent, Ouais. Non, c'est clair et net, ouais. Et puis, même après, derrière, tu as l'option d'achat si tu veux la lever. 70 millions d'euros, c'est cher, mais à une époque, il n'y a pas si longtemps, Cancelo, c'était le meilleur latéral de la planète, ou top 2, top 3. Aujourd'hui encore, je le mettrais facilement dans mon top 5. Et quand tu as Davies de l'autre côté, Davies, Cancelo, même avec la blessure de Mazraoui, parce que Mazraoui, c'était pas mal, mais malheureusement blessé, donc forfait pendant un petit moment, ou en tout cas un petit truc, peut-être séquelles du Covid, ou en tout cas, ça va prendre un petit moment avant qu'il revienne. Donc, ouais, c'est vraiment ça, c'est pour moi, là, le Bayern prouve toute sa qualité. Bon, j'en ai fait toute une vidéo en entier, donc je ne vais pas revenir exhaustivement dessus, mais le fait de pouvoir flairer comme ça des opportunités et foncer dessus, alors que je pense qu'il y a pas mal de clubs de ce standing qui auraient bien besoin d'un latéral droit, tu vois, qui fasse le job. Donc, Cancelo pour le Bayern, c'est très très chaud et c'était tout en haut de ma liste, absolument. Écoute, peut-être pour finir sur ma liste complémentaire, donner quelques noms, et toi si tu as des idées que tu veux défendre en plus, n'hésite pas. Avant la complémentaire, juste avant la complémentaire, il y a un chiffre ici que je voulais donner, rapidement, que je trouvais pertinent. Chelsea a dépensé 340 et quelques millions, si je ne me trompe pas. C'est ça. Brentford est un club de première ligue. Voisins même dans le quartier, à Londres. Dans toute leur histoire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont pas dépensé plus de 140 millions en frais de transfert. Ce que Chelsea a fait durant ce mois-ci, je ne suis pas là pour dire que... Parce que là, on parle de transfert. Avant de rentrer en liste complémentaire, je voulais juste ouvrir cette parenthèse-là. On n'est pas là pour... Moi, je ne suis pas là personnellement pour dire que c'est pas bien, c'est bien, machin, tout ça. Il y a des règles qui sont en place, il y a des garde-fous qui sont là. On va voir ce que j'ai dit bien, les instances vont en dire et tout. Mais c'est juste que quand tu y penses, tu te poses des questions à savoir aujourd'hui, mettre autant d'argent sur autant de joueurs dans une période aussi courte en fait, mais à mon humble avis, énormément de pression sur la personne qui est en charge. Et en ce moment, c'est Graham Potter. C'est-à-dire que ça, je pense que Willou, ça, on devrait en faire une vidéo, on devrait en discuter. Parce que Potter, en ce moment, je pense que si j'étais lui, j'allais devenir fou. C'est-à-dire que je m'assois, je réfléchis, je regarde l'équipe, je regarde tous ces boys-là qui doivent jouer, qui doivent performer. Quand tu as acheté super cher, les gars ont dépensé 600 millions. 600 millions. Il n'y a pas longtemps, on attaquait Guardiola parce qu'il dépassait le milliard. Ça lui a pris 5 ans ou 4 ans. C'est 600 millions. Donc, je ne sais pas en fait, mais j'avais juste envie d'en parler. C'est quelque chose qui me tenait à cœur en me disant qu'il y a énormément de... There is too much player on the roster. Franchement, il y en a trop. Donc, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin. Et Ziyech va rester. Courage à lui aussi dans cette... c'est clair. Quelle histoire. Aussi, Ah, mais t'as raison d'insister sur Graham Potter. J'en ai parlé un petit peu dans la vidéo que j'ai sortie hier sur Chelsea, ennemi du foot, oui ou non. Il y a un peu le fair play financier, etc. Mais à la fin, je touche un mot sur Graham Potter. Je trouve qu'il a le job le plus intéressant et peut-être le plus difficile du monde en ce moment dans le monde du foot, parce qu'il y a cet afflux de joueurs qui sont hyper prometteurs, hyper intéressants, donc il y a de la matière, mais c'est que des nouveaux joueurs, personne se connaît, et il faut réussir à trouver une formule vite pour redresser un club qui est 10e de Première Ligue et qui a besoin de la qualification en Ligue des Champions pour voir l'avenir un petit peu sereinement. Donc c'est compliqué, il faut trouver la formule collective pour Graham Potter, faire une structure où tout le monde s'intègre, mais aussi il faut réussir à développer individuellement ces jeunes, parce que c'est la stratégie de Boehly, de prendre des jeunes, des gars de 23, 22, 21, 20 ans, Madueke, etc., pour ensuite les faire grandir. Donc Potter, c'est du sacré taf, et une bonne partie, comme tu l'as dit, du projet de Chelsea repose sur le fait de savoir si c'est la bonne personne, oui ou non, pour ce job. Et ça l'avenir nous le dira. Peut-être une autre stat qu'on peut sortir vite fait, c'est que tu as dit pour Chelsea plus de 300 millions juste sur ce mercato hivernal. Southampton, qui est lanterne rouge de Première Ligue, ils ont dépensé pour 64 millions à peu près. Ils ont acheté Kamaldeen Sulemana, Paul Onuachu, Carlos Alcaraz, Mislav Orsic, James Bree. 64-65 millions, c'est plus dépensé par Southampton, la lanterne rouge de Première Ligue, que les 20 clubs de Serie A et les 20 clubs de Liga réunis sur ce mercato hivernal.
Tu sais, Bilou, j'aime pas parler d'argent, mais c'est pas notre faute si vous êtes pauvre. C'est pas notre faute. C'est que franchement, si vous n'avez pas de thunes, si vous n'êtes pas capable de vendre vos championnats pour que vos championnats soient au top, faut pas nous fatiguer. Non, j'avoue que c'est assez paradoxal comment Southampton, ils ont dégainé. Mais regarde, je regardais le classement. Effectivement, ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Mais je pense que j'avais un truc ici où je regardais, j'étais comme, OK, Southampton, Arsenal, Bournemouth, Newcastle, Liverpool, Leeds, Marseille, Wolverhampton, Leicester. C'est ça le top 10 si tu enlèves Chelsea. C'est incroyable en fait. Tu regardes ça et tu te dis, il n'y a que nous en fait. Il n'y a que nous. Bon, Marseille, attends, si le business va bien, Longoria, il se gère bien, il a réussi à claquer un peu d'argent. Mais voilà. Bah écoute, liste complémentaire, j'ai envie de te dire, écoute, j'avais des gars, moi, rapidement, j'avais Aaron Gordon qui quitte Everton pour Newcastle. Je trouve que c'est un très bon achat pour Newcastle parce qu'ils sont toujours dans cette course-là. Anthony Gordon, excuse-moi. Anthony Gordon, le petit, 21 ans, il est pertinent, mais Everton en ce moment, c'est assez compliqué, tu vois. Donc je me dis, je pense que ça peut être pertinent pour Newcastle. Un peu cher peut-être, 45 millions d'euros à voir, mais c'est vrai qu'il a 21 ans. Donc, c'est ça. Non, c'est un petit prometteur dans l'environnement anglais. C'est juste qu'il n'est pas aussi publicisé, effectivement, et tout, et il n'a pas eu peut-être le cadre qu'il fallait pour briller. Puis c'est un homegrown player, donc on sait qu'il y a toujours un montant supérieur pour ces joueurs-là. Donc pour moi, il y a espoir. Je pense qu'il y a peut-être espoir qu'il fasse quelque chose dans cette équipe-là. J'avais le McKennie. Parce que je pense que le double pivot McKennie-Adams qui va se recréer là-bas au niveau de Leeds, avec Jesse March, ça fait que des Américains. Pas mal. Entre Américains, ça rend ça intéressant. Ouais, donc c'est ça. Et, Christanos Factos. Ouais, ça c'est un coup spécial. Ouais. Je sais pas si tu en avais d'autres. Ouais, si. Alors, on m'a parlé, bien sûr, et c'est totalement vrai. J'ai fait un petit tweet et j'ai demandé, et je trouve qu'un des commentaires les plus pertinents, c'était le gars qui me soutenait la thèse Andy Delors à Nantes, qui a été pris, c'est vrai, donc c'est un prêt et obligation d'achat, mais uniquement si Nantes se maintient, et c'est 4,5 millions d'euros. Ouais. Et pour un club qui a, donc Andy Delors, on connaît en Ligue 1, puis il a toujours très bien performé, même cette saison avec Nice, il était à 6 buts en 800 minutes cette saison en Ligue 1. Et pour un club qui a 4 victoires en 21 matchs, Nantes, qui est la 17e attaque du championnat, qui a vraiment besoin de renfort offensif, franchement, c'est pas mal, et voire inespéré d'attirer un Andy Delors. Donc ça, très très cool. Franchement, Joao Félix, bien sûr, les conditions, elles sont particulières. Prêt, sans option d'achat, mais peut-être qu'un petit peu comme Sabitzer, il y aura moyen de négocier dans la foulée avec l'Atlético si ça se passe bien pour Chelsea. Parce que Joao Félix, bien sûr, il a pris son carton rouge vite, mais avant ça, je trouvais qu'il était le meilleur joueur de ce match. Il avait été vraiment costaud. Donc ça, c'est un truc en tout cas que j'ai vraiment envie de suivre. Et sinon, 2-3 comme ça, j'ai vu que l'Union Berlin a acheté Laidouni, le Tunisien, qui était vraiment pas mal à la Coupe du Monde, pour 4 millions d'euros. Ouais. Ça, c'est pas mal en plus pour un club, l'Union, qui est second actuellement, dauphin du Bayern, a un petit point, ça pourrait être intéressant. Leicester, mine de rien, ils ont pris Souttar, l'Australien, dont on avait un petit peu parlé, et Tété de Lyon, dans un deal où ils ont pu sauter sur le fait que nous, on n'avait pas encore conclu le transfert, vu que Tété vient du Shakhtar, la situation ukrainienne, etc. Franchement, ils ont été assez forts, malins là-dessus. Et qu'est-ce que j'avais d'autre ? Garang Kuol, le jeune Australien de 18 ans qui a failli éliminer l'Argentine à la toute fin de ce match, là, l'occasion sauvée par Martinez. En tout début de mercato, il a 18 ans, donc jeune offensif, le joueur le plus prometteur peut-être d'Australie. Il avait été acheté par Newcastle 350 000 euros au Central Coast Mariners. Et dans la foulée, il a été prêté aux Hearts de Midlothian en Écosse. Donc à voir ce que ça donne, mais peut-être qu'on verra dans quelques années un Garang Kuol qui joue à Newcastle, etc. Bon, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de risques qui sont pris là-dessus. Et qu'est-ce que j'avais ? Bien sûr, pour l'OM, Vitinha, même si le montant un peu élevé, peut-être qu'on l'enlève de la catégorie bon coup entre guillemets, parce que pour un club comme l'OM, c'est le transfert record de l'Olympique de Marseille, donc c'est quand même un investissement significatif qui a été fait, mais il a l'air super prometteur. Moi j'ai hâte de suivre ça. Peut-être je mettrais un petit peu plus d'emphase presque sur Ruslan Malinovski. Ça c'est un truc aussi, s'il y a 2-3 ans on t'avait dit que Malinovski signerait à l'OM, un prêt avec option d'achat à 14 millions d'euros, franchement c'est un bon coup, et tu vois que l'OM c'est un club qui travaille bien, quoi, qui flaire les bons dossiers, qui a un vrai réseau
réseau de scouts. Quand je compare à ce qui se fait on va pas en parler, mais du côté de monde olympique, c'est le jour et la nuit. Et du coup, l'OM, c'est sympa aussi. Avec entre autres, j'avais Facundo Buonanotte qui a signé à Brighton, un jeune Argentin prometteur, un peu dans la veine d'Alexis McAllister, et Viktor Tsigankov, peut-être pour les amateurs de Football Manager, la pépite du Dynamo Kiev à une époque, et maintenant il a 25 ans, donc il a pris un petit peu plus d'âge. Mais voilà, avec la situation, on sait, Kiev, Ukraine, etc., il reste évalué à 22 millions d'euros sur Transfermarkt, et Girone, en Espagne, pour le coup, un club espagnol qu'on peut mêler dans cette conversation, l'a eu pour 5 seulement. Donc peut-être que là, il y a un petit truc à faire. Et ça conclut grosso modo ma liste. Non, c'est cool, franchement, bonne liste. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as eu l'occasion de dire. D'ailleurs, tu as fait pas mal de ces équipes-là du top 10, donc des gens qui ont le plus dépensé. Il y en a d'autres qui n'ont pas dépensé. C'est une vidéo mercato, donc on peut dire aussi que Carlo Ancelotti a eu l'occasion de nous dire que, bon, eux, machin, tout ça, ils dépensent de l'argent durant l'été, et quand ils font du bon travail durant l'été, ils n'ont pas besoin de dépenser durant l'hiver. Mais aujourd'hui, on regarde l'effectif, c'est compliqué. On aura l'occasion d'en parler tout de suite, même dans une autre vidéo. Donc franchement, pour moi, je pense que pas mal d'équipes sont renforcées, des équipes qui sont bien renforcées. Marseille joue le titre en France et Marseille a fait un bon mercato, et au-delà de ça, ils ont gardé Guendouzi. Ça aussi, c'était très important. Nantes, ils ont quand même une petite épopée européenne à aller vivre à un moment donné. La Juve, en ce moment, je pense qu'ils sont prenables dans toutes les situations possibles. Nantes peut essayer de faire un hold-up. Tu vas chercher un joueur comme Delors. Pour moi, Delors, franchement, c'est un mercenaire. Pour moi, Delors, c'est un... Ça veut dire que Delors... Attends. Delors, si je devais chercher une métaphore pour Delors, je dirais que Delors, pour moi, c'est comme... tu as vu Chuck Norris? Hein? Genre de mercenaire comme ça, Hitman, tu vois, le gars, il peut tout régler, il va à gauche, à droite, il est trop fort et tout, genre, il est dans les Expendables avec toutes les autres stars et tout. Mais c'est ce genre de mec-là qui va de contrat à contrat, en fait, mais sans être vraiment, je sais pas... Il ne reste pas, il ne marque pas son époque. Mais Delors, à un moment donné, Delors à Montpellier. C'était Montpellier, non? Je pense. Ouais. Montpellier, il était au top. Moi, je pensais qu'ils allaient rester, machin, tout ça. Il va à Nice, il rejoint Galtier. C'est compliqué. Galtier se barre au bout d'une année. Il a fait plein de décisions, en fait, tu ne comprends pas. 1, 2, 3, il est devenu algérien, il est parti à la Coupe d'Afrique, il a joué quelques minutes. Après, il a dit que c'est fini, il ne rejouera plus. Belmadi s'est fâché ici. C'est que Delors aussi, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Mais comme je dis, c'est un mercenaire. En fait, pour moi, c'est un mercenaire du football. Mais c'est un boy qui a porté énormément à cette équipe de Nantes. Tu veux dire que Delors, c'est un chercheur d'or, quoi, un chasseur d'or. Voilà, c'est ça, exactement. Lui, franchement, il va au... Attends que les gars du Qatar l'appellent tout de suite, il va voir s'il ne va pas partir, est-ce qu'il ne va pas y aller et tout. Non, c'est quand même assez intéressant. Donc, tu as dit João Félix aussi, ça j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner. Donc non, franchement, tous les noms que tu as donnés sont très pertinents, de bonnes recrues. Je ne pense pas que j'ai quelqu'un d'autre à rajouter en y réfléchissant là maintenant. Je pense que c'est juste dommage qu'il y ait pas mal de transferts qui n'aient pas été faits plus tôt. Je pense que le Paris Saint-Germain, par exemple, devait se renforcer vraiment défensivement. Ils n'ont pas fait Skriniar, c'est dommage. Ils auraient pu, parce qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu vois Ramos hier, je te dis, c'est des choses qui peuvent arriver en fait. Un joueur peut sortir comme ça, Mbappé, il se blesse d'une manière un tout petit peu anodine, ça aussi c'est possible. Tu as toujours besoin d'être renforcé, et l'hiver c'est vraiment pour ça en fait. Ça te permet d'avoir un deuxième souffle pour bien repartir, pour aller réussir à atteindre tes objectifs. Souvent la Ligue des Champions, le championnat, la qualification, le maintien, et il y a des clubs qui ont été très pertinents, il y en a d'autres qui ne l'ont pas été, donc c'est un peu dommage. Donc on va faire le bilan cet été. Parfait. Écoute, on va rester là-dessus parce qu'on a une autre vidéo à tourner, et toi derrière, tu as un call avec la Liga. Stan est invité par la Liga pour parler des grandes choses qui se passent du côté du championnat espagnol, donc on va abréger, mais c'était génial. Écoute, grave kiffé ce petit top 10. Les amis, si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à celle de Stan pour ne pas rater la vidéo qu'on va tourner là sur le Barça, le Real, la situation actuelle en Liga. Et voilà, prenez soin de vous les amis, on se retrouve très vite pour la prochaine. Bisous.